Ben, je serais prêt à commencer l'histoire de mon livre Gris-souris, celui de Monsieur Autier. Alors, si tu veux t'approcher... Ben, oui. Je parle fort, là, mais je veux dire, s'il y en a là, qui ont le goût de s'approcher, Monsieur Pelouse est sur le bord de finir sa petite job. Ça, c'est parce que Madame Autier, là, pour ceux et celles qui la connaissent, elle aime bien ça, avoir des belles fleurs, un beau parterre. Fait que il y avait du monde aujourd'hui, fait que M. Pelouse, il est venu là, mettre ça tout propre, juste pour vous. Alors, ça me fait bien plaisir de partager avec mes amis, salut Enzo! Avec mes amis, cette 4e histoire-là que j'ai écrite et qui s'intitule tout simplement Hector Autier. Alors, ça va comme suit. Je me nomme Amos Desesquères. J'ai toujours aimé les histoires. J'aime les contes, les légendes et les romans d'aventure. J'aime aussi les histoires vraies sur des gens qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ma mamie me dit souvent que la vie des gens ordinaires est aussi intéressante. Bon, probablement qu'elle a raison, mais moi, là, quand je raconte mes histoires, j'aime ça en ajouter un petit peu pour rendre ça spectaculaire. Aujourd'hui, je suis concentrée sur mon devoir. Les sourcils froncés, la langue sortie, la main crispée sur ma plume, je m'applique à tracer de belles phrases sur ma page. Je dois rédiger une composition sur une personne que j'admire. Le choix a été facile et je l'ai dit haut et fort à la maîtresse. Je choisis Hector Autier. Cet homme, que l'on surnomme le père de l'Abitibi, est une inspiration, un modèle pour moi. Je suis rendue à ma 3e page, puisque la vie de M. Autier est difficile à résumer. C'est vrai, Hector a fait tellement de métiers, avocat, journaliste, maire, politicien, un véritable touche-à-tout. Je m'applique, car mon institutrice est très sévère. Et si ma calligraphie n'est pas parfaite, ben je devrais tout recommencer. Puis en plus, elle aime ça donner des petits coups de règle sur les doigts. Ah, je fais bien attention de ne pas tacher ma feuille avec de l'encre, car je pourrais perdre des points. J'aime l'école. Et j'aimerais ça faire des grandes études. Moi, mon père, il dit souvent... Ah, il n'y a rien de plus important que l'instruction, mon fils. J'entends le grincement à ma porte et je me retourne. Ma mère me sourit dans sa jaquette de flanellette. Maman, j'espère que je vous ai pas réveillé. Non, mon garçon, je suis levé depuis quelques minutes. Mais t'es bien de bonne heure à matin, toi. Oh, mais je voulais continuer ma rédaction avant d'aller passer la Gazette. Je dois la remettre lundi, puis c'est plus long que je pensais. À y avoir su, j'aurais dû prendre quelqu'un qui était mort plus jeune. T'es bien studieux, mon gars. C'est bien ça. C'est important de mettre du cœur à l'ouvrage. Et parlant d'ouvrage, maman, et avec mon gros devoir puis la distribution des gazettes, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire le ménage. Ma mère perd son sourire. S'il y a quelque chose qui me choque, c'est d'éviter le ménage et de se trouver des excuses. Bon, avant que ma mère me fasse un sermon sur l'organisation de mon travail, les priorités, le respect, je lui dis en souriant, « Ah, oubliez ça! Après ma ronde de journaux, là, je vais ramasser ma chambre. J'ai en masse le temps de finir mon devoir à soir. » Ma mère a retrouvé le sourire. Viens manger des beurrés à Amlas avant de partir. Ma mère sort de ma chambre. Je ferme mon encrier, j'empile mes feuillets et me lève de mon bureau. Je cherche mon sac. Pas sous le lit, ni dans un tiroir, ni dans mon coffre. Voyons, je suis donc bien traîneux. Comment que je peux me perdre dans une petite pièce? Mais je tasse le coffre, regarde dans le placard et soulève ma commode. Mais qu'est-ce que mon sac fait là sous ce meuble? En tirant sur la ganse, un tas de peluche de poussière s'accroche après. Je secoue le sac, il y a un morceau de tissu qui tombe. Oh, mon signet! Je pensais l'avoir perdu! Le journal.
La Gazette du Nord avait organisé un concours d'écriture pour les 10 à 14 ans. Le gagnant avait son texte de publier dans le journal. J'ai gagné haut la main, même si j'étais le plus jeune participant. Mon article est encadré dans le salon. Hey, mes parents sont bien fiers de la plume de leur fiston. Quand on a de la visite, là, ma mère les oblige à le lire. Outre la joie d'être publié, j'avais reçu un signet de la part de M. Autier lui-même. Le fondateur et journaliste de la Gazette du Nord m'avait chaudement serré la main et ébouriffé les cheveux. Ah, quel souvenir! J'examinais le signet de tissu sur toutes ses coutures. Il y avait des belles lettres de peintre dessus. Dans ma tête, j'essayais de trouver des mots avec les lettres. Les lettres qui dansent devant les yeux puis qui donnent le tournis. Ah! Le bruit de la machine à écrire se fait entendre. Hector est penché sur son rapport au gouvernement. Il tape vite, il a l'habitude. Il a étudié pour être avocat et aussi journaliste. Il écrit des dossiers, des articles, des comptes rendus, des reportages avec une parfaite maîtrise dans les deux langues. Dans les années 1900, si un Canadien français veut un bon métier, il doit parler l'anglais. C'est vrai. Hector enlève ses mains du clavier et sort le papier du rouleau pour le lire. C'est un rapport envoyé au premier ministre du Québec, Lomer Gouin. C'est à cause de lui qu'Hector est à Aricana. Quand le jeune Autier travaillait comme courriériste parlementaire à Québec, M. Gouin l'avait nommé agent des terres et des mines de l'Abitibi. Ce travail consiste à consulter les rapports des arpenteurs, les inventaires des ressources forestières, agricoles et minières et à visiter le territoire en canot. Cela permet d'identifier et de distribuer les terres aux nouveaux arrivants. Il est important de soutenir et d'encourager les familles qui viennent s'établir à Aricana. Le plus difficile reste toutefois de recruter des familles pour venir s'installer dans cette région, officiellement rattachée au Québec en 1898. Hector pense comme l'Église à ce propos. Les grandes villes, les usines et les États-Unis attirent et corrompent la jeunesse. Il est évident que la mise en valeur par les nôtres de nos ressources naturelles constitue le moyen le plus efficace de nous fortifier. Promouvoir le territoire de l'Abitibi et les gens qui l'habitent sera le travail de sa vie. Le bruit de la machine à écrire se fait entendre encore. Hector Autier tape un article pour la première édition de la Gazette du Nord. Afin d'informer les habitants, il décide de fonder un journal. L'idée lui est venue lorsqu'il était maire du village. Monsieur le maire, c'est pas facile d'informer les citoyens des décisions de la ville, là. Puis si on se fait juste sur le bouche à oreille, ben ça se propage tout croche, là. C'est comme le jeu du téléphone. Avec sa formation de journaliste, il est la personne idéale pour diriger un journal, ce qu'il fait avec rigueur et dévouement. Si Hector écrit parfaitement bien, il excelle autant dans l'art oratoire. Quand il prend la parole, il galvanise la foule, il persuade les opposants, il touche les gens et convainc les récalcitrants. Pour preuve, c'est Hector Autier qui a trouvé le nom de la ville. Dans les premières années, on l'appelait Aricana. C'est comme le nom de la rivière. On a ajouté un W à la fin pour les distinguer. Lorsqu'il a fallu officialiser le nom sur les papiers, les gens hésitaient entre Aricana ou La Tulipe. En fait, le nom Amos n'était pas dans les suggestions. Alors, pourquoi la ville d'Amos s'appelle donc ainsi? C'est pas à cause de moi, mais j'aime ça faire ça à craire aux jeunes. C'est un beau nom, Amos, quand même. Hein? Revenons au talent de persuasion d'Hector. Lorsque le premier ministre, Lomer Gouin, vient en Abitibi pour voir le développement de la colonie, un gros banquet est organisé dans le magasin de Bénard. Tout se déroule très bien. À part qu'on est en juin puis que c'est le temps des maringouins. Le lendemain, un autre banquet est prévu. Mais ce matin, du 19 juin,
Il y a 2 pouces de neige. Le froid empêche la tenue du banquet. Alors, le premier ministre s'emporte. L'Abitibi, c'est pas colonisable! L'hiver dure 12 mois par chez vous! Hey, toute la journée, M. Outi essaie de le convaincre de ne pas sacrer son camp. Hector, avec ses arguments, ses discours et ses formules, réussit à le convaincre de ne pas abandonner les engagements que le gouvernement a envers la colonie. Pour dissiper la mauvaise réputation de région hostilement nordique, comme on dit dans le Sud, moi-même et les notables suggérons que la future municipalité soit officiellement nommée Amos. Si nous nommions la ville d'Amos en l'honneur de votre nom de fille de votre femme Alice. Oh ben, l'idée lui plaît énormément. Grâce à cette proposition, le maire Gouin se laisse convaincre que l'Abitibi a besoin de l'aide du gouvernement. Paraît que lorsque le premier ministre rencontre un Abitibien, il lui demande tout le temps en riant... Il neige-tu toujours en été en Abitibi? Le premier ministre n'a jamais voulu revenir nous visiter. Ah non, mais il est frileux rare. Donc, la ville s'appelle Amos à cause de 2 pouces de neige en plein été. Le bruit de la machine à écrire se fait entendre encore et toujours. En tant que président du tribunal d'exemption, Hector tape une lettre. Une guerre se prépare en Europe et va affecter le Canada puisqu'il est un dominion de l'Angleterre. La colonisation de l'Abitibi a débuté presque en même temps que la guerre. Or, le Canada est concentré sur l'aide à apporter à l'Angleterre et la province de Québec délaisse son projet de colonisation. Donc, les premières familles abitibiennes qui sont venues s'installer sont laissées à elles-mêmes. La guerre ralentit la croissance de la région. Le train passe rarement, les commerces ont peu de clients, tout est à construire. Il y a environ 500 personnes qui habitent à Amos. Si le village veut grossir et prospérer, il faut de nouveaux arrivants. Sinon, on devra fermer le village. Hector Autier a une idée. Puisque c'est la guerre, le gouvernement veut faire construire des camps de détention pour les ennemis qui pourraient être des espions. Et M. Autier le sait. S'il persuade le gouvernement d'en construire un près du village, bien, ça réglerait bien des problèmes. Hector réussit. Un camp très isolé en forêt est construit à Spirit Lake pour loger les prisonniers. Les prisonniers et les soldats sont environ 1200, soit le double des Amosois. Les dépenses des soldats et des prisonniers vont sauver les quelques commerçants de la faillite. Hector Autier sauve Amos. C'est vrai! Le bruit de la machine à écrire se fait entendre. Au moins, il doit avoir des ampoules aux doigts. Hector décide de se lancer en politique provinciale. En 1923, je suis élu député libéral dans le comté d'Abitibi, et ce, pendant 15 ans. Il tape un discours pour l'Assemblée législative afin de revendiquer le développement du réseau ferroviaire et des routes dans la région. Hector veut frapper l'imaginaire des autres politiciens avec son discours. Cet homme représente les gens d'Abitibi, dont on discute du destin sans peut-être toujours leur porter le respect auquel ils ont droit. Dans un discours éloquent, vif et persuasif, Autier gesticule, hausse la voix, brandit des documents faisant alterner les silences inquisiteurs et les grandes envolées pour revendiquer le développement de sa région en la reliant au reste de la province. Nous ne devons pas dépendre des décisions des institutions, des entreprises, des grandes villes dont les dirigeants ne prennent pas la peine de venir nous voir et connaître notre réalité. Oui. En 1939, après des années de combat, la route reliant Louvicourt à Mont-Laurier est enfin terminée. Avec beaucoup de patience, de chaos et de poussière, les Abitibiens peuvent enfin prendre leur voiture pour sortir de la région. Cela facilite également le transport des marchandises par camion. L'année suivante, M. Autier se présente comme candidat libéral aux élections fédérales et est élu. Il se retire définitivement de la vie politique en 1945. Regardez, on est justement ici. Oui!
Vous avez compris qu'Hector est travaillant, s'impliquant dans tous les domaines, que ce soit la politique, les mines, le journal, la banque de Schlaga, la chambre de commerce ou son cabinet d'avocat. On raconte qu'il est devenu millionnaire pour redevenir pauvre et endetté et devenir millionnaire à nouveau. Lorsque je suis arrivé ici en 1912, j'étais accompagné de ma femme, Maria Fortier. Nous nous sommes installés dans la maison sur la butte. Au fil des ans, Maria embellira la maison avec de beaux parterres de fleurs. La famille Autier a 3 filles. Maria était la veuve d'Alexandre Bélanger, avec qui elle avait eu les 3 fillettes. Je les ai adoptées et je les ai toujours considérées comme les miennes. Au début de leur mariage, Hector avait une santé fragile et les docteurs croyaient que le grand air du Nord lui ferait du bien. Avec raison. Maria est une fervente catholique. Madame Autier a toujours fait preuve de générosité envers les communautés religieuses. Elle a offert une statue pour l'Église. C'est elle également qui a offert la croix lumineuse de l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. Le bruit de la machine à écrire résonne sans fin dans la maison. Avec les réunions, les soupers mondains, les réceptions, la maison est souvent pleine de gens. Maria est une excellente hôtesse, bien qu'elle préfère la solitude et la prière. Mais comme on dit... Les contraires s'attirent. Et effectivement, le couple est très différent. Les fillettes savent bien qu'elles doivent partager leur doux et gentil père. Le père de l'Abitibi, c'est le papa de tout le monde. En effet, il a dédié sa vie entière à cette région. Hector Autier a défendu, protégé, promu, aimé le territoire de l'Abitibi et les gens qui l'habitent. Il est très apprécié, même si certains le trouvent rusé, opportuniste ou privilégié. Non, bien, il faut bien lui trouver des défauts, hein? Bien, tous reconnaissent son dévouement et son attachement à la région. Et d'ailleurs, je reçois l'ordre de Saint-Grégoire le Grand du pape Pie XII. En 1951, le premier ministre Maurice Duplessis me fait commandeur de l'Ordre du mérite des défricheurs de la province de Québec. Un village entre Amos et la Sarre s'appelle Autier, en mon honneur. Et les villageois ont une belle statue me représentant. Hey, c'est dommage qu'on n'en ait pas une statue de lui à Amos. Avoir su, sa femme n'aurait pas en commandé une. Hein? Le 14 avril 1971, la machine à écrire s'est tue, laissant place à un grand silence. Le grand Hector Autier, le père de l'Abitibi, n'écrira plus jamais. À sa mort, son collègue au journal La Gazette du Nord, M. Duguay, dira de lui: Il est de la race de ceux à qui la postérité élève des monuments de toutes sortes, bronze ou ouvrages d'histoire. Sa dépouille repose dans la crypte de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila. Sa jolie maison sur la butte y est toujours. C'est maintenant un centre d'interprétation où l'on peut visiter son bureau et voir sa fameuse machine à écrire. Des pantoufles se font entendre dans le corridor. Es-tu devenu une statue de cire? Ça fait 15 minutes que je t'attends dans la cuisine. Embraye, là! Tes clients veulent avoir leur journal à leur réveil. Là, je sors de la lune et je fixe ma mère. Hey, excusez-moi, maman! Hey, j'étais loin dans mes pensées. Mais je me disais, là, que ce serait un métier parfait pour moi, ça, être journaliste. Hey, vous savez comment j'aime ça, raconter des histoires. Oui, mais un journaliste rapporte les événements. Ça les invente pas. T'as ben trop d'imagination pour t'en tenir à la réalité. Tu devrais être écrivain, mon gars. Hey, en fait, être écrivain, c'est le métier qui me fascine le plus. J'y rêve secrètement. Mais c'est pas un métier qui fait plaisir aux parents. On dit que c'est pas vraiment un travail, maman, juste une lubie. Ben moi, je serais bien fier de lire tes histoires dans un livre. C'est pas moi qui va t'empêcher de suivre tes rêves. Mais faut quand même pas oublier ses responsabilités, par contre. Avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles, moi, futur écrivain, je ramasse mon sac en pensant à mon nom de plume. Oh, ma ronde de gazette s'est faite vite.
J'ai pu terminer mon devoir sur outil après avoir rangé ma chambre. Je crois que je vais avoir une bonne note. Si j'ai un bon bulletin, je vais peut-être recevoir l'équipement dont j'ai besoin. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Fini! Merci énormément. Alors, on a pris un petit peu de retard dans notre programmation pour vous laisser le temps de se voir au début, puis c'est bien correct comme ça. Je veux juste dire qu'Amos va être là peut-être 5-10 minutes maximum pour signer des autographes. Pendant ce temps-là, on va aller vous préparer votre petit coin que Valérie va nous présenter. Alors, juste pour la caméra, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous autres aussi d'avoir été là aujourd'hui pour le lancement du volume 4 d'Amos vous raconte. C'était génial de vous avoir aujourd'hui sous un si beau soleil. Alors, encore une fois, merci tout le monde et à la prochaine. Merci.